filière industrielle et technologique étant pluridisciplinaire, il incombe à l'étudiant de comprendre qu'il ne faut laisser aucune place à l'improvisation. Très chers téléspectateurs de 2EF TV, bonjour et bienvenue à votre émission Complément de cours et conseils pratiques BTS. Alors, tout au long de ces 26 minutes, nous aurons comme invité M. Bittief, qui est ingénieur en électrotechnique, également enseignant d'électronique de puissance, électronique analogique, électrotechnique et également il enseigne la pratique de la régulation et des automatismes programmables industriels en abrégé API. Alors, bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté d'être Merci ici. à vous aussi de m'avoir accueilli. Alors, cette émission n'aura pas son sens sans avoir la présence d'un public cible qui est lui-même apprenant de ce domaine. Alors, mon public, est-ce qu'il est là? Merci. Ça fait vraiment très intéressant de savoir qu'il y a un public pour une telle émission qui est vraiment là pour apprendre et avoir toutes les réponses à leurs questions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci. D'accord, monsieur Bittief. Bien sûr. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif de notre sujet. Il n'y a pas de problème. D'accord, nous rappelons que notre émission s'articulera. Alors nous rappellerons que cette émission s'articulera autour de 3 grands axes. Ok. Le premier axe portera sur la préparation pendant l'année académique, Ok. ce qui concerne le BTS. D'accord. Et le deuxième axe concernera les renforcements. Ok. Le dernier axe, les comportements à adopter pendant l'examen. Il n'y a pas de problème. Alors on y va tout de suite pour le premier axe. Oui. La première question de ce grand volet est que vous nous dites de quoi est constituée l'épreuve de physique appliquée de la filière électrotechnique. Merci madame. Je voudrais tout simplement dire que la filière électrotechnique, comme son nom l'indique, dans la filière physique, dans la matière physique appliquée, vous avez l'électrotechnique pure. D'accord. Et puis, une fois à côté de l'électrotechnique, qui pèse environ 60%, vous avez aussi l'électronique de puissance. Vous avez l'électronique analogique. Et puis, vous avez la régulation que beaucoup appellent ici l'automatique. Donc, voici les composants de la matière ou bien de la discipline physique appliquée. D'accord. Alors, en ce qui concerne la réussite à cette épreuve, comment doit s'organiser le travail personnel de l'étudiant? Merci encore. Moi, je vous dis tout simplement que c'est vrai, le travail est personnel, c'est sûr. Mais ce que moi, je conseillerais aux étudiants, c'est de former un groupe d'au moins 2 étudiants. C'est-à-dire que dans le groupe, vous devez être à 2. Parce que ça va plus vite d'apprendre que si vous êtes seul. Donc, une fois que vous êtes à 2, naturellement, si vous devez choisir un collègue, il faut que ce soit celui avec lequel vous vous entendez le mieux. Vous ne pouvez pas aller travailler avec quelqu'un avec lequel vous ne vous entendez pas. Ça, c'est une logique. Donc, pour le faire, il faut avoir un programme. Une fois que vous avez constitué votre groupe de travail, vous devez avoir maintenant un programme. Et le programme doit être respecté. Le programme, il est journalier. C'est-à-dire, chaque jour, vous devez vous dire, qu'est-ce que je dois étudier? On étudie quoi aujourd'hui? On accorde combien d'heures à cette matière? C'est-à-dire, je suppose par exemple que vous dites, aujourd'hui nous allons faire anglais, français, économie. Si vous dites que vous avez les 3 matières, vous devez vous évertuer à respecter chaque jour, ou bien à cette période-là, la matière que vous avez désirée. Il ne faut pas laisser. Parce que le plus souvent, ce que nous constatons, c'est que les étudiants attendent le dernier jour, ou bien les derniers jours, pour ne plus dormir. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ne plus dormir, là, ça, c'est pas possible. Dès que
il faut qu'on dorme. Mais seulement, il faut qu'on fasse un programme. Et ce programme, il faut le respecter. Voilà ce que je peux dire, je peux donner comme conseil aux étudiants qui doivent préparer leur BTS en toute tranquillité. Donc, je résume pour dire que pour être, disons, bien calé pour cette épreuve, les étudiants devraient constituer des groupes d'études et établir un programme d'études qu'ils devraient respecter. Tout à fait. Eh bien, vous avez mentionné que les groupes d'études devraient se former de 2 personnes qui s'entendent. Oui. Maintenant, la question qui me vient à l'idée, c'est s'il y a trop d'affinités entre ces 2 personnes ou ces 3 personnes, est-ce que ça ne va pas gêner le travail? Non, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle le travail et puis il y a les relations après le travail. Non, mais on a tendance à s'amuser en fait. Non, moi je me trouve devant les responsables. Quand vous êtes devant un responsable, c'est-à-dire quelqu'un déjà qui a le bac, qui a 2 ans après le bac, n'est plus un enfant. Donc s'il doit préparer un examen, il faut qu'il le prépare sérieusement. Donc au moment de faire la préparation de l'examen, c'est ce que je dis. On choisit par rapport à la compétence de l'autre. Si vous savez que celui-ci, par exemple, il est bien en mathématiques, l'autre est bien en physique, je veux dire en électrotechnique, voilà. Donc, il y a une complémentarité. Et lorsque vous dites, bon, aujourd'hui, on fait physique appliquée, mais physique appliquée, c'est ce que je viens de vous dire, il y a près de 4 matières dedans. Donc, vous ne pouvez pas faire en un jour physique appliquée. Vous ne pouvez que dire, aujourd'hui, on fait telle matière, et puis, le lendemain, vous faites comme ça, en tout cas de façon périodique. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Alors, quelles sont les sources de documentation supplémentaires auxquelles l'étudiant doit avoir recours pour étoffer ses connaissances dans cette discipline-là? OK. Généralement, lorsque un enseignant vient dans une classe, il donne déjà la littérature. Il dit, dans ma matière, voilà les bouquins qu'il vous faut, ou alors allez sur le net, à telle rubrique, vous aurez les informations qu'il vous faut. Donc, ce que je peux dire, c'est ça. Ça dit qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont encore plus de chance puisqu'il y a Internet. Au moment où nous, on commençait, il n'y avait pas l'Internet. Donc, on partait beaucoup plus dans les librairies ou alors, je ne sais pas, voilà. Sinon, aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir étoffer vos connaissances. Allez-y, demandez au professeur, par exemple, de vous donner la littérature qu'il vous faut pour pouvoir étoffer. Parce que lui aussi, il s'appuie sur cette littérature-là pour pouvoir donner les cours. Donc, c'est ce que je peux dire. Essayez le maximum possible de demander à vos professeurs de vous donner des renseignements sur la littérature qu'il vous faut pour réussir à l'examen. Parce qu'il vous faut. Les cours que les gens donnent pendant l'année scolaire, ce n'est qu'un résumé. Aujourd'hui, même en plus de ça, avant, on donnait toute l'année scolaire. Aujourd'hui, c'est devenu modulaire. On vous dit, vous avez un cours d'électrotechnique en 34 heures. En 34 heures, moi, je suis convaincu qu'en 34 heures, le monsieur ne pourra pas terminer les études. Donc, ce qui vous donne, puisque maintenant, on vous demande vous-même de faire des efforts, donc ça, ce n'est qu'une piste que les gens vous ouvrent pour que vous fassiez vous-même des recherches. Quand vous faites maintenant vos recherches que vous ne comprenez pas, d'abord, vous pouvez avoir recours au professeur. Voilà ce qu'il vous faut. Parce que, je vous dis, sincèrement, 34 heures, ça ne peut pas suffire pour faire toute la matière en électrotech. Dans les autres matières, je ne sais pas. Moi, je n'enseigne pas les autres matières. Moi, j'enseigne ce que je suis en train de vous dire. En électrotech, comme en électronique de puissance, déjà en électronique de puissance, vous avez pratiquement 5 grands chapitres. Et chaque chapitre, même déjà, au niveau de chaque chapitre, vous avez pratiquement, je ne sais pas, vous pouvez faire même 1 mois, 2 mois. Si vous faites 1 mois, 2 mois, pour sur chaque chapitre, regardez déjà le nombre de chapitres et le temps qu'il vous faut pour ça. Si aujourd'hui on vous dit de faire ça en 34 heures, je dis un exemple, je ne sais pas ce que ça donne ici. Mais si on vous dit que c'est modulaire, c'est 34 heures, ça veut dire que vous-même, vous devez apporter votre propre édifice maintenant. Voilà. Il faut travailler vous-même. On ne peut pas vous donner tout. Il faut que vous-même vous travaillez. Voilà ce que je peux dire là-dessus, madame. Alors, devons-nous comprendre
que la familiarisation avec ces documents-là garantisse vraiment la maîtrise de cette épreuve? Normalement, oui. Parce que si vous familiarisez avec ça, si vous avez... Normalement, il faut, en dehors de la littérature qu'il vous faut, il faut à côté un professeur, un enseignant. Parce que même le meilleur livre que vous avez est muet. Vous ne pouvez pas demander un livre. Vous comprenez? Donc, vous avez lu, c'est la même chose que vous allez lire 36 fois. Donc, si vous ne comprenez pas pour la première lecture, je ne sais pas si à la 36e fois, vous allez comprendre. Donc, dans ce cas-là, si vous ne comprenez pas, adressez-vous maintenant à celui que vous trouvez susceptible de vous faire comprendre. Voilà. Si c'est le professeur, adressez-vous au professeur. Si c'est un de vos camarades qui a une aisance dans la matière, adressez-vous à celui-là. Voilà ce que je peux dire. D'accord, d'accord. Donc, après avoir fait le tour de ce premier axe, Oui. nous allons tabler maintenant sur la deuxième partie. Il n'y a pas de problème. Qui porte sur les renforcements. OK. D'accord. Et la toute première question, c'est quelles sont les bonnes attitudes à adopter pendant la période de révision? OK. C'est ce que je venais de dire. La toute première, les attitudes qu'il vous faut, d'abord, comme je viens de dire, c'est de ne pas étudier, c'est de ne pas bosser les résultats des exercices que vous allez faire. Essayez plus à comprendre que d'emmagasiner les résultats. Et donc, si vous emmagasinez les résultats et qu'à l'examen, on ne vous donne pas le même exercice, vous êtes désaxé. Vous allez dire, oui, bon, ben voilà, ça on n'a pas fait, alors qu'il vous fallait tout simplement faire d'efforts pour savoir que ça vous avez vu dans tel chapitre, parce que le professeur ne peut pas vous donner tous les exercices qu'il vous faut. Donc, pour la préparation, ce que je peux vous dire, c'est vous-même mettez-vous à l'œuvre. Essayez de faire des exercices et une fois que l'exercice est fait, vous pouvez maintenant montrer ça au professeur qui va vous dire si oui ou non le résultat est juste. S'il n'y a pas de correction, bien sûr. Mais s'il y a correction, évitez déjà de bouquiner sur les corrections que de comprendre même l'esprit de l'exercice. Parce que les exercices sont des esprits. Si vous n'avez pas compris l'esprit, vous ne pouvez pas savoir quel est l'effort, dans quelle direction les gens veulent vous amener. Et ça va être difficile. J'ai vu plein d'étudiants qui, au cours de l'année, étaient axés sur les exercices. Ils partaient dans les autres établissements, ils prenaient des exercices qu'ils faisaient là-bas, et puis, bon, avec la correction, et c'est ce qu'ils bossaient. Ils arrivent, bon, l'exercice est tout autre que ce que lui, là, tout ce qu'il a fait. Si je vous dis que, bon, il a montré, chaque fois, il vient, ben voilà ce que ITS on a fait, voilà ce que HET qu'on a fait, et puis, lui, il collecte tout, hein. Et puis, il vient maintenant. Lui, il ne fait même plus d'efforts, plus c'est la correction. C'est ce qu'il faut éviter. Cherchez plus à comprendre l'esprit de la matière. Qu'est-ce que les gens vous demandent? Et comment on aborde ça? Il faut le faire. Il ne faut pas se cantonner à dire, bon voilà, je vais essayer de voir si l'exercice... Ça veut dire que si vous traitez un exercice, qu'il n'y a pas de correction, déjà vous êtes désaxé. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on étudie. Il faut toujours dire, moi je fais mon exercice et je suis convaincu. D'abord pour le faire, il faut avoir compris le cours. Si vous n'avez pas compris le cours, ce n'est pas la peine. C'est en ce moment-là que vous essayez d'étudier, de bosser aussi les résultats. Il ne comprend même pas l'exercice, hein, mais le résultat, il le connaît. Voilà. Il n'a pas... le résultat, il le connaît. C'est-à-dire que tu lui dis, il dit, bon, d'accord, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut calculer la valeur moyenne, il faut calculer la valeur efficace. Mais il n'a même pas lu. Vous voyez, ça, c'est grave, c'est pas bon. Donc, évitons ça. D'accord. Nous allons parler d'une pratique que bon nombre d'étudiants utilisent. Oui. Mais nous allons marquer tout à l'heure et revenir dans un court instant pour la...
Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Conakry-Abidjan. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Une bibliothèque numérique. Des salles climatisées. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnels en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Conakry à Lambani, Carrefour d'Addis, à 150 mètres derrière la station Shell. Infoline 666 91 99 99 626 63 44 60. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Et je rappelle que pour ce numéro de complément de cours et conseils pratiques BTS, nous avons en notre compagnie M. Bi Tief, qui est ingénieur en électrotechnique. Okay. D'accord, donc tout à l'heure, M. Tief, je parlais d'une pratique que les étudiants utilisent très souvent, c'est le recours aux tutoriels. Okay. Alors, est-ce que l'utilisation des tutoriels disponibles sur les réseaux sociaux permettront à l'étudiant de bonifier leurs connaissances et leurs compétences? Ok. Normalement, c'est la mode maintenant. Hein. Quand on a quelque chose, par exemple, un automate programmable que vous avez tout de suite, vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas comment ça fonctionne, automatiquement je vais sur YouTube et je dis: ah, mais comment on fait le câblage de tel ou tel automate? Comment on fait le câblage de ce capteur-là sur les automates? Tout ça là. Et le monsieur, l'expert, lui, il vient, il ne me fait pas de cours. Lui, il vient, il explique seulement ça. Mais est-ce que ça, vraiment, ça peut me permettre de comprendre efficacement ce que moi, je désire? Ça aussi, c'est à désirer. Je ne dis pas qu'il faut balayer du revers tout ce qui vient de là-bas, mais il faut savoir ce qu'on cherche. Et dans l'exercice, dans l'explication de ce tutoriel, il faut voir est-ce que le monsieur a répondu ou bien est-ce que l'explication qu'il vous donne peut vous convaincre. Est-ce que ça va dans le sens que vous cherchez? Si ça ne va pas dans le sens que vous cherchez, vous recherchez d'autres encore. Sinon, ce que moi je peux vous conseiller, c'est bien, faites-le, mais ne vous fiez pas à ça quand même. Faites aussi d'autres efforts supplémentaires. Parce que le plus souvent, quand il va sur ses réseaux, et puis une fois qu'il a l'acquisition, il ne fait plus d'efforts. C'est fini, hein? Chaque fois, il va là-bas, et puis il commence. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur-là? Ah, d'accord. Mais hier, ce que j'ai vu, c'est pas ça. Et l'autre. Donc, il ne fait plus d'efforts, hein? Tout est basé maintenant sur les réseaux. Et bien, ça aussi, ça a son avantage. Ça dit que le monsieur vous explique, mais l'inconvénient, c'est que vous n'étudiez plus, vous ne bossez plus, et puis vous vous laissez déjà guider par la personne. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Nous revenons sur la question des documents pour étoffer la connaissance de l'étudiant. Oui. Alors, la question est, est-ce que vous personnellement, vous avez des étudiants, est-ce que vous personnellement, vous avez des fascicules et des documents que vous mettez à la disposition des étudiants? Ok. Moi, ça fait bientôt, je ne sais pas, ça fait quand même quelques années que j'enseigne.
Et à mes tout débuts, je suis arrivé à l'enseignement par rapport à une situation donnée. Sinon, j'étais en industrie. D'accord? Donc, les fascicules que je faisais, c'était les fascicules appliqués à l'industrie. Quand je faisais, par exemple, les fascicules en électrotechnique ou bien en électronique de puissance, ce n'est pas l'électronique de puissance en tant que matière comme ça que je fais, mais c'est l'application de l'électronique de puissance. Ça, je l'ai. Mais je dis que c'est orienté industrie. D'accord, donc vu que c'est orienté industrie, Oui. c'est-à-dire, c'est pas, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? OK. C'est-à-dire que quand je dis c'est orienté industrie, je dis, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, à quoi va me servir l'électronique de puissance? Et puis je dis, OK, l'électronique de puissance, par exemple, peut me permettre de fabriquer ou bien de concevoir un variateur de vitesse. Vous voyez? Parce que dans le variateur de vitesse, vous avez tout ce qui est comme composant, tout ce qui est comme circuit fonctionnant sous le principe de fonctionnement de l'électronique de puissance. Donc ça fait que quand vous dites à l'étudiant, OK, nous allons faire l'électronique de puissance, on va aujourd'hui apprendre, je dis un exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais on va apprendre par exemple le redressement. Il faut savoir, le redressement, ça sert à quoi? Quand il va dire, bon, on va faire l'ondulation, il va savoir, mais l'onduleur, ça sert à quoi? Donc, toutes ces choses, et ça, maintenant, vous allez dire, OK, la réunion de tout ça, comme résultat, vous avez par exemple un appareil qu'on appelle un variateur de vitesse. Ou bien vous avez ce qu'on appelle un démarreur progressif. Vous voyez, ça fait partie de la chose. Voilà. D'accord. Mais non, vous qui êtes vraiment calé dans la matière, Et- est-ce que vous pouvez avoir un bout de temps pour le consacrer aux étudiants en ce qui concerne les renforcements, les révisions pour être prêt pour aller au BTS? Ça dépend de la période. D'accord. Ça dépend de la période parce que, comme je venais de vous dire tout à l'heure, que sincèrement, là, je suis pris même, je devais partir, c'est ce qu'on m'appelle pour me dire, mais vous êtes où? Je ne dis pas où je suis, mais je suis là. Parce que j'ai fini, je vais partir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les étudiants veulent des renforcements et que vraiment j'ai le temps, je n'hésiterai pas. Mais d'accord, généralement vous avez le temps à quelle période? Parce qu'il faut que ce soit profitable à mon public quand même. Normalement, en fin d'année, je consacre le fin d'année au renforcement des capacités des étudiants. C'est-à-dire à partir de mai, juin, voilà. On peut faire ça, c'est possible. Donc, très cher public, mai, juin. On peut, comment dirais-je, mettre la main sur M. Bitier. D'accord. Donc, on a fini pratiquement de faire le tour de la grande, comment dirais-je, deuxième partie. Merci, madame. Merci Et beaucoup. nous revenons maintenant sur la troisième partie, OK. qui concerne le comportement adopté pendant l'examen. Ah. D'accord. Et la première question, c'est comment est-ce que le candidat doit allier ses connaissances théoriques et pratiques en allant à l'examen? OK. Moi, ce que je peux vous dire, très sincèrement, la connaissance théorique, ça, ils vont l'avoir. C'est la connaissance pratique qui est difficile. Parce que aujourd'hui, il y en a beaucoup d'écoles qui enseignent aujourd'hui l'électrotechnique ou bien maintenant des systèmes, comment vous appelez ça, de production, mais qui n'ont pas les outils qu'il faut pour que les étudiants fassent au moins les TP. Dans ce cas-là, quelle connaissance pratique allez-vous demander à un étudiant qui n'a même pas... Ça veut dire qu'il voit même une diode, il ne sait même pas que c'est une diode. Aux épreuves de Voilà. BTS, Oui, on leur demande, ils savent dessiner, ça c'est possible ça. Ils dessinent, ça c'est impeccable. Mais quand tu vas dire, mais ça c'est quoi? Il ne saura pas que c'est la diode qu'il vient de présenter. Quand il voit, moi j'étais par exemple, un jour j'étais à Kossou, au barrage de Kossou, quand les étudiants sont venus faire une visite.
Il y en a qui n'avaient même pas vu. C'est-à-dire que le transformateur qui voyait le transformateur de puissance, qui voyait au Kakosu, il ne savait pas que c'était un transformateur. Tellement c'était gros. Vous voyez, ça veut dire que même s'il n'y a pas la possibilité de faire tout ça pour faire, mais il faut faire les visites d'entreprise. Il faut aussi faire des visites d'entreprise, ça aide. Donc ça, en entreprise, là-bas, les gens ne font pas les calculs. Là-bas, eux, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Donc quand vous partez là-bas, ils vont vous dire, oui, vous allez dire, ils vont vous dire, bon, ce transformateur, il est triphasé, il est comme ça, il est comme ça. Ça, c'est un variateur de vitesse de type ABB ou bien Siemens. Comment ça marche? Ça, c'est votre professeur qui vous a déjà dit. Mais lui, il vous dit comment ça marche, à peu près. Voilà donc comment l'étudiant, avant de partir concourir au BTS, la connaissance pratique, si vous partez là-bas, parce que le BTS a deux volets. Hein. Il y a la partie théorique et puis il y a la partie pratique. Généralement, dans la partie pratique, là, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire ici. C'est-à-dire, ils font, vous appelez comment? Les câblages, voilà, les démarreurs, démarrage direct, démarrage deux sens de marche, d'étoile triangle, voilà, rotorique. Vous voyez, voici, hein? Il y a certains qui citent déjà ce que vous allez dire. Voilà, c'est ça. C'est super, c'est ça. Ça ne change pas le fait qu'ils vont venir vers vous. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est ce que je dis. Moi, je suis aussi heureux de venir, de recevoir les étudiants qui me demandent, bon ben voilà, est-ce que vous pouvez nous aider à faire telle ou telle chose? Il n'y a pas de problème. Sincèrement, si j'ai le temps, je ne vais pas hésiter. D'accord. Voilà. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à M. Bi. Ouais. Et la toute dernière question, c'est quelle astuce vous pourriez donner à nos étudiants pour leur permettre de mieux se retrouver pendant les épreuves? Parce que pendant les épreuves, il y a le stress, il y a ce qui fait que parfois, c'est pas comme si on ne connaît pas, on a bossé, mais on oublie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce point? Non, moi, premièrement, lorsque vous partez à l'examen, ce qu'il faut éviter, c'est d'organiser les tricheries. Organiser. Ils organisent. C'est-à-dire qu'on sait que ce monsieur-là, lui, il est fort dans ça. Donc, il dit, bon, d'accord, ce qu'on va faire là. Toi, après 1 heure, tu sors, on va aller dans la toilette, et puis on met quelque chose là-bas. C'est là-bas que je vais mettre, hein, c'est là-bas. Hein. Donc, vous voyez. Donc, quand il sort là, lui, il est parti à Calais. Donc, ils connaissent. Donc, un moment arrive, et puis, il demande aussi permission. Est-ce que je peux aller? Il dit, bon, il faut aller. L'enseignant ne sait pas. Lui, il dit, il faut aller. Oh, il s'en va là. C'est pour regarder. Hein. Il regarde, il retient tout, et puis il vient. Ça fait 1. Deuxièmement, ils organisent. Hein. Quelquefois, au lieu d'avoir 3, 4 surveillants, il y en a peut-être 2 ou bien 1. Si c'est un seul, là, il est mort. Non, mais attention, il est à applaudir, hein, parce que... Donc, il faut éviter ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est digne de vous. Si vous devez réussir, réussissez avec l'effort que vous avez fourni depuis l'année scolaire. N'organisez pas ce genre de choses. Ce n'est pas bien. Ni pour vous-même, ni pour votre image. Celui qui fait ça, c'est qu'il n'a rien fait pendant l'année scolaire et il attend ici là pour faire les miracles. Voilà, ça dit que à ce monsieur-là, quand on dit celui-là il a réussi, on dit mais c'est pas possible. Lui, il ne venait même pas. Vous voyez, madame, ça dit, on vous dit mais il ne venait même pas. Mais comment il a fait? Oh, c'est ça, il a organisé. Il a organisé. Donc, ce que je peux dire, il faut vraiment, dès maintenant, même déjà à la rentrée, vous devez vous organiser pour que, à la fin de l'année, vous n'ayez pas à ne plus dormir. Vous devez dormir. Vous suivez votre rythme
Et puis, à l'examen, vous partez à l'examen. L'examen, les épreuves que les gens donnent à l'examen, ce n'est pas pour les plus puissants. Les épreuves que les gens donnent, ils donnent toujours en fonction des étudiants moyens. Donc, celui qui ne s'embrouille pas, il pourra réussir. Il ne faut pas toujours penser que dans cette épreuve-là, il y a des pièges. À tout moment, eux, ils shootent des pièges. Là où il n'y a pas de piège, ils créent des pièges. Donc, vous voyez, donc, il faut éviter ce genre de comportement. Soyez serein, soyez sûr de vous-même lorsque vous partez. Et une fois que vous êtes là-bas, une chose est sûre, il y a certaines matières, vous savez que vous ne pouvez pas finir. Donc, lisez correctement. Et les épreuves, quelquefois, les questions sont indépendantes. Les questions que vous pensez que c'est vous maîtrisez, commencez par là déjà. Et puis, vers la fin, vous cherchez à voir si vous pouvez avoir quelques points ici ou là, et puis avoir maintenant la moyenne. Sinon, si vous tardez maintenant sur la partie que vous ne comprenez pas, à quoi ça va vous servir? Cherchez toujours à voir quelle est la partie que je comprends, et puis je vous traite bien. Et une fois que c'est bien traité, vous êtes garanti d'avoir la moyenne. Maintenant, le reste, vous essayez de voir. Mais comme toujours, je dis, les exercices ou bien les épreuves à l'examen ne sont pas orientées vers les étudiants les plus puissants. C'est orienté vers les étudiants moyens. Donc, si vous êtes moyen, vous devez réussir. Et la réussite, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est le travail de tous les jours. Voilà ce que je peux dire, madame. D'accord, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Et nous tirons malheureusement vers la fin de notre émission. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est de récupérer au moins 2 questions Oui. du public, s'il y en a bien. Allez-y, monsieur. Je suis Zahir Jean-Philippe Dédi, étudiant ELT 2e année. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre ces 4 matières ensemble? Quel est le lien, le rapport qui lie les 4 matières pour former la physique appliquée? Ok. Mais il y a un lien. Il y a des liens même. Il y a des liens. Vous voyez, quand je prends par exemple la machine, je prends par exemple les moteurs. Prenez par exemple, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà fait les moteurs asynchrones ou bien les moteurs à courant continu. Ok. Vous voyez, le monsieur va vous parler d'abord du champ magnétique. Une fois qu'il a parlé du champ magnétique, que vous avez compris, il va aborder ce qu'on appelle les couplages. Il va vous dire, voilà, on va coupler ça en triangle, on amène une charge, la charge est triphasée, équilibrée, tout ça. Mais une fois que vous avez maintenant fait, vous vous dites, mais je fais quoi avec tout? Il va dire, un moteur asynchrone, si vous voulez faire varier la vitesse, voilà ce qu'il faut faire. La variation de la vitesse, ça va dépendre de tel ou tel paramètre. Et ces paramètres-là, pour faire varier, ils vont vous dire, c'est telle matière, par exemple. Je vais vous dire en même temps, c'est l'électrone de puissance. Il va vous dire, bon, c'est l'électrone de puissance. Et donc, avec l'électrone de puissance, vous avez la possibilité de faire varier la vitesse des moteurs, que ce soit en continu ou en alternatif. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas fait l'électrone de puissance et que vous abordez la variation de la vitesse, vous allez le faire comment? Ça va être difficile. Si vous n'avez pas fait l'électrone de puissance, que les gens vont vous parler, on vous dit, bon voilà, vous avez un variateur. Un variateur, voici l'entrée du variateur, voici la sortie du variateur, mais avec ce variateur-là, vous avez aussi la possibilité de faire varier la vitesse. Mais comment ça va se passer? Donc, l'électronique de puissance vient en renfort à l'électrotech. Maintenant, l'électronique de puissance seule ne suffit pas. À l'électronique de puissance, on associe ce qu'on appelle la régulation. Vous voyez, la régulation, c'est quoi? C'est dire, lorsque j'ai un moteur et que ce moteur-là, voici la vitesse
à laquelle je veux que ce moteur-là tourne, quelle que soit la charge. Je peux mettre la charge que je veux, mais ce que je souhaite, c'est que le moteur doit tourner, par exemple, à 1500 tours par minute, quelle que soit la charge. En ce moment-là, ce n'est pas du ressort de l'électronique de puissance. Ça fait partie maintenant de ce que vous appelez, quoi ça? Automatique. Voilà. C'est l'automatique qui fait ça. Donc vous voyez que pour la même, ça dit que je prends le moteur seul. Regardez déjà les matières qui interviennent là-dedans selon ce que je souhaite faire. Si je veux faire la régulation de la vitesse, je fais l'automatique. Mais avant d'arriver à l'automatique, lui, ce qu'il va faire, c'est le signal de commande que l'automatique va vous donner. Ce n'est pas le signal de puissance. Le signal de puissance, ça vous fait avec le professeur d'électronique de puissance. À cela, maintenant, s'ajoute maintenant le professeur d'électrotech qui vous apprend maintenant la constitution d'un moteur, qu'il soit à courant continu ou alternatif. Voilà, mon petit. Ça va? D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Une deuxième question par ici. Merci. Je suis Kofi Michel, étudiant en ULT2. Ok, ma question est la suivante. Monsieur, vous avez dit que les exercices ont des esprits, donc il faut comprendre l'esprit des exercices. Et en classe, notre professeur d'électronique analogique nous a dit qu'un montage parle, donc un circuit parle. Maintenant, comment faire pour comprendre ce langage-là? Bon, mais ça dépend, c'est ce que je suis en train de vous dire. Premièrement, cherchez à comprendre d'abord le cours, foncièrement le cours. Une fois que vous avez compris le cours, vous allez voir, quand je fais le cours, regardez par exemple, je vous donne un exemple très simple. L'exemple c'est quoi? Vous avez des composants électroniques. En particulier, vous avez les AOP. Mais quand vous utilisez les AOP, c'est pourquoi? C'est pour soi amplifier. Vous voyez? Le AOP, vous pouvez l'utiliser pour faire l'amplification. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire quoi aussi? Est-ce qu'il sert seulement à l'amplification? Mais vous voyez, il peut faire les comparaisons. Vous voyez? Donc, l'exercice que le monsieur vous donne là, il peut vous donner en se disant, est-ce que le monsieur là a compris la comparaison? Quand je dis la comparaison, c'est vraiment la comparaison. Je dis, supposez par exemple, j'ai un récipient ou bien une cuve remplie de liquide. Et moi, ce que je veux régler le niveau du liquide dans le fût. Donc, pour le régler, je donne déjà le référentiel. Je dis, voici le niveau, je dis par exemple 5 mètres. Je ne veux pas que le liquide soit en dessous de 5 mètres. Je ne veux pas aussi qu'il soit au-dessus de 5 mètres. Et ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin pour faire une comparaison? Pour faire une comparaison, j'ai besoin de ce qu'on appelle un capteur. Et le capteur va me donner à tout instant le niveau réel du liquide dans le fût. À vous maintenant de dire, est-ce que le niveau que j'ai dans le fût correspond au niveau que je veux avoir? Sinon, alors, je peux dire, bon, si le niveau n'est pas atteint, alors je laisse la pompe en marche. Et la pompe va maintenant m'envoyer le fluide dans le fût pour que j'atteigne le niveau. Mais le niveau doit être comparé périodiquement, de façon à ce que je ne déborde pas. Et vous allez dire aussi, si on atteint le niveau, on arrête la pompe. Donc, tout ce que je viens de vous dire résulte de la comparaison. Or, cette comparaison-là, vous pouvez réaliser un comparateur avec quoi ici? Mais voilà. Voilà. Donc, c'est pour cette raison. Je vous en prie. Je pense que votre invité est à applaudir. D'accord, merci
Merci, madame. Merci beaucoup. Vous nous avez vraiment enseigné. Ah bon? N'est-ce pas? Oh, si. Chacun de nous va sortir de là avec quelque chose de vraiment bien clair Oui. et très, comment dirais-je, amplifié. Oui. Oui, amplifié. AOP, c'est ça? Ouais, amplificateur. Donc, on parle d'amplification. Ouais. D'accord. Donc, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien pris note parce que cette émission, plutôt ce numéro de l'émission, fut vraiment très enrichissant. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour un tout prochain numéro. À bientôt.